un peu quelques minutes de retard. C'est moi qui t'explique un peu plus lentement le sujet. Écoute, je suis super content que tu sois là avec moi encore aujourd'hui. Puis aujourd'hui, on a décidé, j'ai demandé de faire un sujet qui est peut-être un peu plus basic, si on veut. Pourquoi faire du contenu? Je dis que c'est basic parce que, bon, tu sais, ça fait presque 20 ans que je travaille en marketing, puis ça doit faire au moins 10-15 ans que je parle de faut produire du contenu. Et puis, mais je pense que des fois, le message est encore pas clair ou accepté. Fait que je vais entendre un expert d'industrie, quelqu'un qui produit du contenu depuis, toi, ça fait 20 ans, là, je sais que vous avez aussi une division télé, mais pourquoi produire du contenu? Là, tu as dit expert, je vais surtout, j'aime mieux dire passionné, là. Passionné de contenu que expert, on verra pour l'expert, je vais laisser les autres le dire, mais l'idée à la base, là, puis c'est de pouvoir créer un lien plus fort, de pouvoir créer cette connexion-là entre l'audience, ton client potentiel, ton lead, ton prospect, ton consommateur, puis la marque. Puis tu peux faire l'espèce d'analogie la plus poche au monde en disant, si on fait l'analogie avec une relation de couple, si dès le jour 1, je te demande de me marier, ça va être un peu trop vite, là. Il y a une relation à bâtir. Oui, certes, tu as le droit de demander à tes prospects, tes consommateurs d'acheter jour 1, mais tu ne peux pas ne faire que ça. Au même titre que oui, tu peux arriver devant une personne qui t'intéresse et dire « Veux-tu me marier? » Si elle dit non, tu ne vas pas y redemander le lendemain. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui permettre d'apprendre à te connaître, tu vas permettre à cette personne-là de découvrir un peu tes valeurs, qui tu es, puis quelle approche que tu as, puis tu vas y redemander, peut-être sur le lendemain, ça va être encore trop vite, mais tu vas pouvoir avancer comme ça. Fait que l'idée du contenu, à la base, c'est vraiment cette notion de bâtir la relation. Puis bâtir la relation, ça peut se faire en amont, avant la transaction, mais ça peut aussi se faire en aval quand on parle beaucoup plus de rétention puis de fidélisation, quand vient le temps de se dire, OK, peut-être que la personne vient de faire une transaction avec moi, je ne vais pas lui redemander d'acheter quelque chose tout de suite, je vais plutôt maintenir la relation. Donc, c'est beaucoup là-dessus. Rester top of mind entre des guillemets. Rester top of mind, puis on parle beaucoup d'apporter de la valeur. C'est une notion très, très large, c'est une notion qui peut vouloir dire bien des affaires, mais d'apporter de la valeur, d'amener quelque chose dans la relation qui fait en sorte que cette personne-là a le goût de continuer de passer du temps avec toi. Puis ça m'amène sur un autre truc, une citation de Ron Tite, qui est dirigeant d'une agence à Toronto, qui a écrit le livre, entre autres, Think, Do, Say, qui est vraiment intéressant, qui se lit très, très bien. Mais lui, ce qu'il disait, c'est que dans le passé, les consommateurs votaient avec leur porte-monnaie, ils votaient avec leur argent. De nos jours, de plus en plus, il faut changer de mindset puis se dire que les gens votent avec leur temps, le temps qu'ils passent avec la marque. Donc, ce qu'on veut le plus possible, c'est de réussir à créer cette relation-là, cet échange-là entre le client, prospect, lead, consommateur et la marque, en invitant le consommateur ou cette audience-là à passer du temps avec la marque, en visionnant des vidéos, en lisant des articles, en apprenant quelque chose ou en étant informé ou peut-être à la limite même diverti. Puis là, tu sais, j'entends une marque là, ou un dirigeant d'une marque dire, tu sais, bâtir des relations. Oui, je comprends tout ça. Puis on a eu un autre épisode où on a parlé de KPI, c'est comment mesurer l'impact de son contenu. Mais la réalité, c'est que quand tu me parles de bâtir une relation ou l'analogie d'un couple, puis on se rend compte, on dit date avant pendant plusieurs années, etc. Il y a cette image que ça prend du temps. Puis je vois qu'il y a beaucoup d'entreprises, c'est peut-être plus au niveau PME, là, je sais pas exactement, où c'est comme, en fait, on manque de temps, on a besoin de vente aujourd'hui. Mais est-ce que tu penses que c'est, puis j'ai peut-être pas de bonne réponse, ou de réponse, mais que le client a changé ou que le client veut faire affaire avec des marques avec qui il y a un rapport? Est-ce que c'est que le contenu maintenant est beaucoup plus accessible de production? Avant, il y a longtemps, là, c'était pour produire du contenu, c'était de la pub à la télé, là, puis c'est tout, là, ou dans les journaux, à la radio, puis c'était tout. Mais là, quelqu'un comme moi est capable de se passer une chaîne YouTube puis passer des mondes en entrevue. Est-ce que s'il y a une démocratisation du contenu ou c'est que le monde a changé, ou peut-être les deux ou quelque chose d'autre?
Toutes ces réponses. Toutes ces réponses dans la mesure où, oui, les gens ont changé. Il y a un désir et toutes les plateformes numériques des 20 dernières années ont amené ça, des 20-30 dernières années. On a l'opportunité de connaître la marque avec qui on fait affaire. Donc, dans plusieurs cas, on va s'informer un petit peu plus peut-être que dans le passé. On va moins s'en laisser raconter si on veut, puis on va aller faire nos propres recherches. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait de l'information qui soit disponible. Dans une transaction B2B, 63% de la transaction puis du processus décisionnel se fait sans être en contact avec la compagnie directement, mais à travers différents canaux parallèles. Donc, on s'attend à ce que le contenu soit disponible, on s'attend à ce qu'il y ait des gens qui puissent nous en parler. Deuxièmement, l'aspect démocratisation, oui, est très important, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que bâtir du contenu puis produire du contenu, c'est un investissement qu'on fait dans, d'une certaine façon, un actif. Ce qui veut dire que le contenu qu'on va produire, moi j'aimerais ça que la production de contenu tombe dans le CAPEX, ne soit pas dans le OPEX, ce qui veut dire que quand tu fais un investissement dans le contenu, tu sais que tu vas l'amortir sur une certaine période de temps. En ce moment, on perçoit beaucoup le contenu comme étant dans le OPEX, ça veut dire c'est opérationnel, ça veut dire que tu produis le contenu une fois qu'il est fait, publié, il ne vaut plus rien, mais c'est faux. C'est un actif que tu bâtis et que tu vas pouvoir réutiliser. Fait que le manque de temps est souvent vu peut-être parce que le contenu est regardé à travers un prisme qui n'est peut-être pas exactement le bon, selon moi, qui est cette espèce de... Bon, ça veut dire qu'il faut si je commence à en produire, il va falloir que j'en produise tout le temps. Pas nécessairement. Tu peux très, très bien te bâtir, puis on a déjà parlé, d'une librairie de contenu que tu vas réutiliser à l'année, que tes représentants vont utiliser pendant toute l'année dans un contexte B2B, et tu vas pouvoir amortir cette dépense-là sur une plus longue période. Je comprends, puis c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Puis la semaine dernière, je regardais la série de webinaires de Gary Vaynerchuk, Marketing for the Now. Puis il parlait beaucoup de Gen Z, puis leur comportement. Puis dans leurs études, ils ont remarqué que les Gen Z deviennent beaucoup plus actifs sur ils veulent changer le monde, là, si on veut. C'est sûr que les jeunes ont souvent tendance à vouloir ça, mais c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur. Puis si on suit des Gen Z un peu sur les réseaux sociaux, on le remarque, là, qu'ils sont très actifs. Puis je pense qu'il y a cette attente des marques que tu peux juste être un logo. Il y a tellement de marques. Avant, si tu voulais acheter du talent pour les linges, ben, tu avais du Tide, là, puis peut-être un ou deux compétiteurs, mais maintenant tu as Attitude. Puis en fait, tu as plein de marques différentes qui en font. Fait que c'est sûr que toi, en termes de consommateur, tu vas chercher une marque qui te représente finalement. Avant, tu n'avais pas le choix. C'est Tide. Que tu aimes Tide ou pas, tout bad, c'est ce que tu avais. Mais maintenant, tu as le choix. Je peux aller chercher quelque chose qui est plus écologique. Ben, si c'est qui je suis, ben, fait que c'est pour ça que la marque doit communiquer qui elle est. Comme tu dis, pas un niveau de vente, là, si tu as acheté vert, achète nous autres. C'est plus, c'est quoi l'environnement, c'est quoi le logo, etc. Fait que c'est tout ce que je comprends de ce que tu dis, que le consommateur aussi a changé. Puis évidemment, ça va bien au-delà du fluff, qui nous sommes, qui sommes-nous, etc. Là, on est vraiment, oui, ça va prendre ça, peut-être, une espèce de manifeste de marque qui dit, bon, voici en quoi nous croyons, mais le consommateur intéressé va vouloir aller un petit peu plus loin que ça, puis il va vouloir, il va poser la question, prove it. Prouve-le-moi. Tu dis ça, là, fine, ça m'allume, j'ai le goût d'en savoir plus maintenant, prouve-le-moi. Ça va être beaucoup par le contenu d'une certaine façon parce qu'on ne sera pas dans une dynamique nécessairement purement promotionnelle. Puis c'est sûr que, bon, tu sais, en B2C, peut-être que c'est entre guillemets, plus évident, si on veut, parce que, parce qu'on se reconnaît comme consommateur, puis on a chacun des valeurs différentes ou similaires ou quoi que ce soit. Mais en B2B, je pense que il y a encore cet isolement qui se fait, ben, tu sais, si je suis un manufacturier de boulons, ben, tu sais, c'est des boulons, là, puis, tu sais, ça dérange pas, là, que t'aimes, que t'es pro-environnement ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'il y a quand même ce disconnect-là. Fait que si je suis un producteur de boulons, puis évidemment, au contraire, je commence à afficher qui je suis comme manufacturier, puis blablabla, mais je vais commencer à attirer une plus grande clientèle, une clientèle plus forte aussi, plus engagée avec ma marque. Puis ça paraît niaiseux, je pense que ça paraît niaiseux, entre guillemets, que quand on dit je produis des boulons, on s'en fiche de qui je suis, mais je pense que cette réalité s'en vient de lendemain et sûrement en B2B. Parce que, la beauté de l'industrie du boulon va faire en sorte que si toi, tu décides comme manufacturier de boulons de dire qui tu es,
tu risques de distinguer des autres qui ne le font pas. Donc, à ce moment-là, tu vas peut-être être capable d'aller chercher, puis ça a été prouvé, des entreprises, notamment B2B, qui font bien le contenu, qui réussissent à bien démontrer qui elles sont capables d'aller chercher un premium en plus sur le prix. Parce que les gens vont acheter non seulement le produit, mais aussi ce en quoi l'entreprise croit. Puis là, je ne parle pas d'un x2, x3 premium, là, mais il y a quand même une capacité justement de dire, ben, la personne a choisi la relation bien au-delà du prix, dans certains cas. Pas tous les cas, mais dans certains cas. Ben, c'est ça, parce que là, ben, en fait, c'est le principe encore B2C de Nike. Ben, c'est sûr que leur soulier coûte probablement la même, ça coûte la même chose faire un soulier pour Nike que quelqu'un, un soulier que tu achètes genre chez plus de la Rama. Je sais pas si de la Rama vend des souliers, mais en tout cas, comme ou Winners, c'est sûr que c'est le même prix. Mais ben, il y a le premium qui vient avec la marque, il y a la recherche qu'on fait là-dedans, il y a le support qu'on fait aux communautés différentes, aux athlètes, etc. Fait qu'en fait, en achetant un soulier Nike, ben, tu achètes un peu, entre guillemets, ce que la marque est, puis l'investissement qu'ils refont dans leurs produits et puis dans la communauté autour d'eux, versus une marque qui en fait pas. Puis c'est correct, c'est correct d'acheter l'autre marque aussi, mais c'est un peu le concept. Fait que tu dis que ça peut se réappliquer en B2B aussi. C'est-à-dire, nous, on investit dans notre communauté, dans la recherche, dans nos employés. Fait que si c'est important pour toi, c'est sûr que nos boulons vont être un peu plus chers, mais tu n'achètes pas juste un boulon, tu achètes tout ce qui vient avec ça. Exactement. Merci beaucoup, Alexandre. Merci encore. Bonne journée. À toi aussi.